C'est parti. Bien, bonsoir et bienvenue à ce conseil municipal du 19 janvier 2024. Bonsoir au public et à ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre sur le site internet. Donc il est 19 h, mais avant de débuter cette soirée, je voulais dédier le conseil de ce soir à notre élu Baudouin Merlet qui nous a quittés subitement en fin d'année. Il était en charge de la délégation des ressources humaines et il avait surtout une liberté de parole au sein de ce conseil qui lui était unique. Cela va nous manquer à tous les débats que nous avons pu avoir. Je voulais lui rendre hommage ce soir pour son travail au sein du groupe, d'abord dans la campagne électorale, puis au sein de la mairie, et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui m'avait remis cette écharpe le soir de l'élection, et en tout cas, ce sera un souvenir que je garderai. En effet, il était notre doyen. Par ailleurs, c'était grâce à lui que le jumelage avec la Polynésie s'était fait. Il était l'instigateur de ce rapprochement et nous avons tous les deux, et on nous l'a suffisamment reproché, arrangé tout cela en secret. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant et le jumelage qui est quelque chose d'important. Je vais passer la parole à Cathy qui voulait s'exprimer sur le sujet aussi. Les élus du groupe sortent au second naturellement, s'associent pleinement à l'hommage à Baudouin Merlet. Baudouin, dont la liberté de ton, l'indépendance d'esprit, l'humour, l'attention portée aux autres nous ont marqués au cours des 3 ans écoulés. Baudouin, qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, ce soir vous nous manquez déjà, vous nous manquerez demain et pour longtemps. Donc moi j'ai une pensée, nous avons tous une pensée pour sa femme, ses 3 enfants et ses petits-enfants. Et je vous demande de vous lever afin de faire 1 minute de silence en sa mémoire. Merci. Bien, je vais passer sans transition du coup à l'appel nominal des conseillers. Maëlle Dubosc-Paysan. Présente. Alain Clavry. Présent. Mathilde Vintroux. Édouard Dupouille. Présent. Oriane Ruval est absente, elle a donné pouvoir à Céline Hulardelli. Michel Villéger. Céline Hulardelli. André Jacubiec, Véronique Casavant, Patrice Biancone, Myriam Langlois, Caroline Chabreduc, Sandrine Bonpasse, Gaëtan Arix, Paul Gonzalves, Mathieu Parayou est absent, Jean Belloc, Elsa Becker, absente, Quentin Metchetrit, Henri Arbeil est absent, il a donné procuration à Cathy Monteau. Lionel Barberis est absent, il a donné procuration à Caroline Escande. Donc Caroline Escande, présente. Emmanuel Becheron, Cathy Monteau et Christian Ducamp. Je vous passe la feuille d'émargement à signer et à faire tourner, s'il vous plaît. Donc le quorum est atteint et donc je déclare ce soir à 19h04 la séance ouverte. Maëlle Dubosc-Paysan est désignée comme secrétaire de séance. Et donc, on va commencer. Mais avant de passer à l'ordre du jour, je voulais vous souhaiter donc à tous et à toutes une excellente année 2024. On est encore dans les temps. On l'a célébré hier soir, mais c'est encore d'actualité. Le meilleur pour vous et vos proches. Bienvenue aussi. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Bienvenue aussi à notre nouveau CMJ, franchement élu. Bravo à vous. Belle année à vous. Et puis bon mandat pour les 2 ans qui arrivent. Et puis on a discuté tout à l'heure déjà des différents projets. Donc on va passer un bon moment pendant cette période.
Donc ce soir, nous allons débattre essentiellement sur les orientations que nous souhaitons mener en 2024. On va parler sur les grandes masses de budget, des investissements, des recettes, et comment nous allons harmoniser tout cela. Vous avez d'ailleurs eu en avant-première les éléments pour lesquels nous serons à votre disposition pour expliquer, si besoin, certains points qui vous posent des questions. Comme son nom l'indique, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc, à l'issue de la présentation d'Edouard, eh bien, vous pourrez débattre et expliquer, demander et poser vos questions. Globalement, vous verrez l'articulation de nos engagements, tant pour les équipes, les projets réguliers d'entretien de la ville, puis ceux les plus structurants, comme aujourd'hui l'avenue de Bordeaux, et surtout le Sporting, qui est le point majeur de notre mandat. En effet, et il faut le répéter, ce bâtiment est un axe important de notre patrimoine, et il faut, en responsabilité, le sauver. Comme nous l'avons évoqué assez souvent, et comme je l'ai redit encore hier, il est corrodé, que ce soit les tribunes, les coursives, complètement abandonnées concernant ce fameux Bagali, qui est un ancien vestige de cinéma, mais qui est complètement à l'abandon. Le troisième étage qu'il faut refaire, la piscine, la brasserie, et encore plein de travaux importants afin de retrouver le bâtiment opérationnel. Il y aura aussi la boxe et beaucoup d'éléments qui vont être faits. C'est pour la commune un bateau amiral qui va donner un nouvel élan et permettre enfin de proposer la ville au fameux tourisme d'affaires souvent évoqué mais jamais entamé. Nous rentrons vers une nouvelle ère, il ne faut pas se louper, nous serons ambitieux mais vigilants et prudents pour tenir les budgets sur le long terme. C'est aussi pourquoi, comme vous l'avez peut-être lu dans les rapports, alors c'était assez long, assez lourd, mais c'était important que vous puissiez avoir le temps de le lire. Nous allons chercher d'autres ressources sans pour cela augmenter les impôts, puisque c'était un engagement. C'était important de le souligner. Nous parlons de 2024, mais qui engage au-delà. 2024, c'est aujourd'hui, mais tout ce qu'on va engager, c'est pour demain. Et donc, il est important de faire attention à tout ce que l'on fait. La ville doit muter et trouver pour les années futures des axes différents du logiciel qui est le sien aujourd'hui, et la politique générale de la ville va devoir trouver des propositions étonnantes. L'avenir doit passer par la jeunesse, et nous devons proposer des nouveaux challenges au travers de l'enseignement, je pense, de la formation, mais aussi d'espace pour recevoir soit des startups ou des entreprises, afin de recevoir une nouvelle population. Cela va rajeunir notre ville, permettre à la crèche de fonctionner, entre autres, aux écoles de garder nos classes, ce qui est important dans une commune, et avoir des personnes qui puissent s'engager dans l'associatif et donner une dynamique supplémentaire à la commune. En tout cas, c'est un challenge que l'on doit relever, employant nos forces à prendre le bon tournant de demain. Je ne vais pas aller plus loin, puisque on pourrait en parler pendant des heures, qui relève d'une stratégie beaucoup plus globale. Donc avant de lancer le débat d'orientation budgétaire, je voulais vous partager ce que je viens de vous expliquer et d'imaginer demain et des préoccupations qui nous animent. Ce soir, il n'y aura pas de vote après le débat, donc il faudra juste prendre acte. Je regrette juste que Lionel ne soit pas là. Il nous a dit hier soir qu'il avait un impératif professionnel. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais je pense qu'il va nous suivre, ou en tout cas, il sera avec nous à un moment ou à un autre, puisque je sais qu'il y a un petit texte qui va être lu par Cathy. Il a laissé un commentaire sur ce qui va vous être présenté. Donc on va avoir quelques missives de sa part, mais c'est pas très grave. Donc sans plus attendre, je vais passer à l'ordre du jour. Mais avant de passer la parole à Edouard, on doit voter le dernier PV du conseil municipal de 2023. Et je vais donc vous demander de passer au vote. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur le dernier conseil? Non? On passe au vote? Donc qui est pour? Très bien, merci. Bien, eh ben, on passe au débat et au rapport sur les orientations budgétaires 2024, et je laisse la parole à Édouard Dupouille. Édouard, à toi. Merci, monsieur le maire. Si on peut avoir la... Ouais, juste là.
le début du diapo pour démarrer. Donc le débat d'orientation budgétaire, pour rappeler à tout le monde, mais vous commencez à avoir l'habitude, il intervient donc avant le vote du budget qui aura lieu le 8 mars. Le but, c'est qu'on ait des discussions autour des orientations qui vont être prises, de la stratégie derrière, en vue de voter le budget un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est que je déroule le document qui vous a été transmis en vous le présentant, et puis peut-être à l'issue, on démarrera une séance de questions, un échange en tout cas, si vous le voulez. Donc dans ce rapport, je vais passer sur l'introduction qui concerne en fait des éléments macroéconomiques, nationaux et internationaux, pour nous concentrer peut-être sur les recettes de la commune. Sur les recettes, la première partie concerne la fiscalité directe. Donc, vous vous en souvenez, on a plusieurs typologies de taxes. On a la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et puis d'autres ressources fiscales. On continue à être dans la même logique, enfin en tout cas les mêmes perspectives qu'on s'était fixées dès le début du mandat, c'est-à-dire de ne pas augmenter la pression fiscale locale. C'est pour ça que le taux de la taxe d'habitation ne va pas évoluer, il reste constant. En revanche, vous l'aurez noté dans le document, les bases, les bases fiscales, elles évoluent. Donc on n'a pas la main là-dessus. Ce sont des bases qui sont transmises par le ministère de l'économie et des finances, et elles évoluent chaque année en fonction à la fois de l'inflation et d'évolution de l'immobilier en France. Autre point à avoir en tête, la taxe d'habitation sur résidence secondaire, on en a déjà parlé, on l'a voté en cours d'année, ça va nous générer de nouveaux revenus. Donc pareil, on a une base fiscale sur laquelle on va appliquer une majoration de 60%, et ce qui pourrait générer sur l'année 2024 un produit de 1 million d'euros. Donc si on regarde les grandes masses, c'est le graphique, c'est le diagramme plutôt qui vous est proposé, il vous démontre bien que sur l'année 2024, on a une évolution de plus d'1 million d'euros des recettes. Voilà, qui s'explique, comme je l'ai évoqué, à la fois par l'évolution des bases et à la fois par la mise en place de la THRS. Ce qui nous ferait pour 2024 un produit estimé à 6,3 millions versus un peu plus de 5 millions d'euros l'année dernière. Donc on a une évolution de 22% sur ce produit. Deux autres petits points à signaler sur les autres ressources fiscales. Vous avez notamment les ressources des marchés, des eurodateurs, de la taxe sur l'électricité, de la taxe de séjour et des droits de mutation. Sur toute cette partie-là, on a fait le choix d'être extrêmement prudent, donc de les mettre plus ou moins à la baisse. Je parle notamment des droits de mutation, parce que vous savez qu'il y a un ralentissement depuis quelques mois, à la fois des transactions immobilières sur la commune, et puis à la fois un ralentissement de la croissance des prix. Donc on a fait le choix d'indiquer un montant de droits de mutation à hauteur d'1,2 million. Cette année, on était autour d'1,4 million, et puis l'année précédente, aux alentours d'1,9 million. On a fait le choix de faire la moyenne des 9 dernières années pour voilà, rester prudent sur ce point. Deux autres points à signaler. Sur les eurodateurs, si vous voyez une augmentation, on en a déjà parlé, il me semble, lors du dernier conseil, mais c'est suite à la mise en place d'une nouvelle politique du stationnement. Et puis la taxe de séjour, il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais peut-être un conseil en tout début d'année. On avait voté, mais en réalité, même si on ne l'avait pas voté, la mise en place aurait été effective. C'est un supplément sur la taxe de séjour qui vise à financer la LGV, la ligne LGV. Donc il y a un surplus de 34% sur la taxe de séjour. Et nous, on est juste chargé de faire le sale boulot, entre guillemets, on collecte et on reverse. Voilà. Mais évidemment, c'est la mairie qui passe pour le méchant qui collecte, comme souvent. Ensuite, il y a quelques points sur le potentiel fiscal, je vais y passer parce que c'est pas forcément intéressant. L'effort fiscal, un rappel sur les taux, mais j'en ai déjà parlé. Élément à bien avoir en tête, c'est quand même assez rare quand on voit que l'année dernière,
il y a un certain nombre de communes qui sont amusées à faire évoluer les taux de taxes d'habitation des grandes communes, parfois Paris, je crois plus de 50% d'évolution. Depuis 2012, le taux n'a pas varié à Sorts-Segor, c'est 11,67, qui est un taux relativement faible si on regarde les moyennes. C'était notre engagement, je l'ai déjà dit et je me répète, mais on continue sur cette lancée. Pareil sur le taux sur le foncier bâti, qui est à 28,82, pareil, vous ne voyez pas d'évolution. Et sur le foncier non bâti, il reste à 72,5. Le tableau vous détaille l'ensemble des produits, j'en ai déjà parlé, donc 6,3 millions. On va passer au point numéro 2 qui concerne la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Grosso modo, c'est pas une subvention, mais une allocation, on va dire, une dotation versée par l'État en fonction de la taille de la commune et de ses besoins. On a un beau graphique qui vous montre que depuis 2012, elle est en décroissance. Et le choix qu'on a fait pour émettre nos orientations, c'est de dire qu'elle serait la même cette année en 2024. Elle est en légère augmentation entre 2022 et 2023. L'année dernière, elle s'élevait à 692 000 euros et on a fait le choix de mettre le même montant. A priori, il ne devrait pas y avoir de variation là-dessus. Je ne parlerai pas du fonds de péréquation intercommunale puisque il n'est pas applicable. Vous avez ensuite une synthèse des recettes réelles de fonctionnement et une projection sur 2024, donc qui montre qu'on a des recettes qui sont légèrement en croissance, plus 1,42%. Donc pour deux raisons, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Premièrement, sur la fiscalité, c'est l'évolution d'1 million d'euros liée à la THRS. Et l'autre point, ce que vous voyez en baisse, sont les recettes d'exploitation qui sont en réalité en baisse de façon prudentielle et j'espère qu'on aura des meilleurs résultats à la fin de l'exercice. Si vous regardez le montant en 2023 qui est à hauteur de 3,8 millions, je pense qu'il est loin du montant qu'on avait dû indiquer dans l'Europe de l'année dernière. C'est toujours le choix que l'on fait afin d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer et pas l'inverse. D'autres explications sur ces évolutions, sur les recettes d'exploitation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'année 2023, il y avait notamment le reversement au budget principal des excédents des budgets P2BR et Casino à hauteur d'1 million d'euros, ce qui vient un petit peu changer les choses. Dans les autres recettes, le montant qui s'élève à 535 000 euros, il concerne notamment la cession de la maison Lacoute, on l'a déjà évoqué, pour un montant de 520 000 euros. Donc voilà pour la structure des recettes qui sont en légère augmentation. Vous avez la répartition qui vous permet de comprendre qu'en fait 70% de nos recettes ça relève de la fiscalité, des impôts et taxes, 15% des produits, des services, ce qui est assez important. Et puis je vais passer maintenant aux dépenses. Donc ça, sur les dépenses de fonctionnement, on a deux grandes catégories. On a les charges à caractère général. En 2023, c'est élevé à 3,2 millions et pour le budget 2024, on les projette à 3,3 millions avec une petite évolution de 2,86%. Je vais les détailler par la suite. Et puis on a les autres charges de gestion qui, elles, sont en recul de 46%, donc qui sont s'élever en 2024 à 1,2 million, ce qui nous fait un total de dépenses de gestion de 4,6 millions versus 5,6 millions l'année dernière. Donc il y a 1 million de dépenses en moins. Ce million, il s'explique, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le reversement au budget principal des excédents du casino, qui est passé en autre charge de gestion pour 1 038 000 euros. On a projeté sur les dépenses une inflation à hauteur de 2,8%. Et puis, peut-être faire un point sur les dépenses de fluide, j'en avais parlé l'année dernière, liées notamment à l'inflation. Vous voyez dans le diagramme qui est à l'écran qu'on a sur 2023 une forte inflation. On projette sur 2024 à peu près la même évolution, donc c'est-à-dire une évolution de l'ordre de 15 à 20%.
Bon, on constate quand même que par rapport à ce qu'ont pu subir d'autres secteurs, notamment le secteur privé, nous on était suffisamment protégés, notamment grâce au groupement de commandes d'énergie du SIDEC, voilà, qui nous permet de contrôler, en tout cas d'avoir une inflation beaucoup plus faible et convenable. Il y a un tableau qui vous détaille les évolutions à la fois sur l'eau, l'assainissement, l'énergie, les carburants. Donc c'est des évolutions aux alentours de 15%, c'est ce qu'on projette. Autre point important, les charges de personnel. Les charges de personnel qui représentent un peu plus de la moitié des dépenses de fonctionnement de la commune. Il y a un diagramme qui vous présente l'évolution depuis 2021. Donc on est passé d'un montant qui était autour de 4,5 millions et on se rapproche des 6 millions d'euros. Tout ceci s'explique, et moi j'aimerais l'expliquer de trois façons. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas nous, qui sont dus à des décisions nationales, gouvernementales. J'ai plusieurs exemples. L'augmentation du SMIC, ça va avoir un impact sur les charges de personnel de la commune. Et on ne la maîtrise pas. Et on ne peut pas remettre en cause l'augmentation du SMIC. Il y a eu l'indemnité inflation, vous vous en souvenez, des revalorisations sur les grilles d'indices, les grilles indiciaires des catégories C et B, un certain nombre de revalorisations. Donc ça, c'était sur 2021 et 2022. En 2023, on a eu l'effet année pleine de ces revalorisations justement de 2022 qui étaient intervenues au cours de l'année. Et puis en 2024, on aura également d'autres évolutions. L'État a prévu de rajouter à tous les agents 5 points d'indice et différentes augmentations qui auront lieu sur l'année également. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, la réalité, c'est que ces augmentations représentent à peu près 70% de l'augmentation globale qu'on a connue sur les charges de personnel. Donc ces 70%, on ne les maîtrise pas. C'est-à-dire qu'à effectif constant, automatiquement, vous prenez cette évolution structurelle. Le deuxième point, c'est l'amélioration salariale que nous, on a souhaité impulser. En 2021, vous vous en souvenez, c'était la prime Covid. Et puis, depuis 2022, il y a eu différentes phases de réajustement, de revalorisation, qui ont été d'ailleurs validées en commission RH. Et donc, cette partie-là d'augmentation représente à peu près 10%, je pense, de l'augmentation globale. Et enfin, le dernier point, qui là est un peu plus politique, stratégique, c'est l'amélioration des services. Donc, ce sont les choix de gestion qu'on a pu émettre et qu'on a mis en place, des choix d'organisation qui ont été pris pour améliorer les services, pour améliorer la qualité du travail. En 2021, c'était le recrutement notamment d'une responsable à l'urbanisme, également sur la sécurité des plages. En 2022, on avait l'effet plein de ces recrutements, notamment un binôme aux affaires générales et puis à la comptabilité. Et puis en 2023, on a eu l'effet année pleine et le remplacement poste pour poste à la commande publique et au PEJ. Donc voilà tous ces ajustements qui expliquent ces évolutions. Vous avez également la mise en place du service événementiel à l'occasion du centenaire de notre station pour 2023. Et puis alors sur 2024, ce qui est prévu, c'est le remplacement poste pour poste des départs à la police municipale et à l'urbanisme, mais également deux évolutions, recruter un adjoint à la police municipale et puis développer dès septembre, on en a déjà parlé, un service des sports. Donc ça, c'était le troisième point, c'est l'amélioration des services. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ces choix de gestion ont un impact fort en interne, mais sur nos finances et sur nos charges de personnel, c'est une partie infime de cette évolution. Voilà le message que je voulais faire passer, c'est que vous ayez bien en tête que ces évolutions de charges de personnel, on les contrôle plus ou moins. Quand vous avez des évolutions que vous ne maîtrisez pas, qui représentent quand même 70% du montant global,
ben, vous n'avez pas beaucoup de choix. Soit vous faites le choix de dire je ne peux pas les supporter, je pense que c'est des communes qui font ces choix, elles disent moi je ne peux pas les supporter donc je vais être obligé de réduire mes effectifs. Mais encore là, vous avez peu de marge de manœuvre parce qu'on est dans la fonction publique et on ne peut pas se permettre de faire un PSE ou tout plan de licenciement. Donc c'est pas la même chose, on n'a pas la même flexibilité. Soit on fait le choix de les supporter, et nous c'est le choix qui a été fait, c'est-à-dire conserver les effectifs, de supporter cette charge supplémentaire, et puis ensuite il y a les choix de gestion qu'on a entrepris. Donc voilà sur les charges de personnel, j'en ai fini. Le montant, donc 2024, ça va être 5,9 millions versus 5,4 millions, donc une évolution de 7%. Un autre point qui est bon à avoir en tête, parce que si on regarde cette évolution juste sur l'angle budgétaire, enfin si on regarde uniquement les montants et l'évolution de ces charges, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de voir cette évolution. Je pense qu'un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est la part que représentent ces charges de personnel par rapport au montant global des dépenses de la commune. Et là, en l'occurrence, on le regardera plus tard sur les ratios, mais notre ratio, c'est 52%. Quand vous comparez à d'autres communes, on est plus autour de 56-58%. Donc on n'a pas des dépenses excessives de personnel. C'est mesuré et plutôt contrôlé. J'en ai fini sur ce point. Juste s'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous rappeler la différence, alors rémunération des titulaires et des non-titulaires, ok, et autres dépenses, juste comment sont répartis les... Waouh. Alors ouais, il va y avoir à la fois les assurances, les cotisations sur le transport, retraite, en fait Toutes les charges sociales, ouais, retraite toutes les lignes que tu retrouves sur un bulletin de paie. Voilà, c'est ça, il y a deux lignes qui concernent les rémunérations et puis il y a toute la panoplie, tu dois connaître ça sur tes Oui, fiches de paie, c'est de cotisation, mais dans qui le sont privé, pas, donc là je sais pas qui comment ça sont marche. pas dans la même catégorie, effectivement, qui figurent en autres dépenses. Ouais. Ok, merci. Donc voilà, si je continue, vous avez ensuite une synthèse sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc qui vous montre à la fois les charges de gestion, les charges de personnel, les atténuations de produits et les charges financières et autres dépenses. Quelques petits points à signaler. Donc j'en ai déjà parlé sur les charges de gestion, c'était l'impact de l'inflation pour 2,8%. Les charges de personnel, je viens de le détailler. Sur les atténuations de produits, pardon, ça concerne la mise en place du reversement de la part de 34% de la taxe de séjour au GPSO, là, ces atténuations de produits. Donc c'est un produit qu'on comptabilise mais qu'on reverse. Donc c'est neutre, mais c'est ce qui augmente, c'est ce qui fait ce passage de 63 000 à 186 000 euros en 2024. Vous avez ensuite un graphique qui vous montre la structure des dépenses réelles de fonctionnement, et c'est ce que je vous expliquais auparavant. Les charges de personnel, ça représente 54% des dépenses. On va parler de l'endettement de la commune. D'ailleurs, sur le graphique en question, vous voyez bien que les charges financières sont très faibles, 1%. Et c'est en lien avec ce que je vais expliquer plus tard, l'évolution de l'encours de la dette. Vous vous en souvenez, on a déjà pas mal parlé. Depuis le début du mandat, on n'a pas contracté d'emprunt. Donc on a fait que de rembourser à la fois le capital et les intérêts des emprunts que l'on avait récupérés et qui sont toujours en cours. Donc on voit qu'en 2023, l'encours de la dette était inférieur à 3 millions d'euros. Sur l'année 2024, il y a à la fois l'emprunt que l'on a voté lors du précédent conseil qui s'élève à 2 millions d'euros pour les travaux qui ont déjà lieu sur l'avenue de Bordeaux, et un autre emprunt à hauteur d'1 million d'euros pour amorcer la réhabilitation du Sporting Casino. Je vais y rentrer un peu plus dans le détail, mais concrètement, ce qu'il faut retenir dans le tableau que vous avez ci-dessous, en 2023, on avait un encours de la dette qui était à hauteur de 2,7 millions. Là, pour 2024, il va s'élever à 5,3 millions. Donc on a cette évolution que j'ai détaillée avec 2 emprunts contractés pour 3 millions d'euros. Concernant la solvabilité de la commune, ça c'est intéressant. Je rappelle qu'il y a un seuil d'alerte
qui est de 12 ans. En 2021, 2022, 2023, on était inférieur à 2 ans. Vous voyez que l'impact est quand même relativement faible sur l'année 2024, malgré ces 2 emprunts de 3 millions d'euros, puisqu'on est seulement à 3 années. Donc ce sont des choix d'endettement qui sont plutôt raisonnables et maîtrisés. Je vais détailler ensuite les investissements de la commune avec, voilà, vous avez un tableau qui vous retrace à la fois les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement et l'épargne brute qui va être dégagée. Ça, c'est assez important. Une épargne qui est assez importante. L'épargne brute, elle s'élève à 1,7 million en 2024 contre 1,6 million en 2023. C'est tout simplement la différence entre vos recettes et vos dépenses, et c'est à partir de ce montant-là que vous pouvez à la fois investir et puis aussi emprunter. On a un taux d'épargne brute qui est relativement solide, hein, qui s'élève à 13%, et puis l'encours de la dette qui a évolué à 5,3 millions, donc avec une capacité de désendettement qui est de 3 années. Ensuite, vous avez un graphique qui vous montre à la fois l'évolution de l'épargne, des dépenses, des recettes. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà parlé. Le taux d'épargne brute, pareil, juste pour vous dire qu'il y a un seuil d'alerte qui est de 10% et un seuil d'alerte de 7%. Vous voyez que le taux d'épargne brute, il est au-dessus et on est assez tranquille. L'épargne nette, je l'ai déjà dit, mais elle est confortable, elle est entre 1 million et 1 500 000 euros. Donc on a des bases relativement solides pour continuer. Je vais détailler ensuite les dépenses d'équipement. Donc l'AD 2024 et son programme d'investissement qui intègre donc les PPI travaux et puis évidemment l'évolution du parc des véhicules proposés par les services techniques, donc qui se compose principalement, il y a à la fois le sol pour acquisition Bonhomme pour 350 000 euros, différents travaux de peinture, d'extension, notamment l'extension du poste de secours de la centrale pour 70 000 euros, des travaux d'isolation des TUC et puis aux écoles. On continue le programme pluvial et voirie, et vous s'en souvenez, lors du dernier conseil, on avait voté des APCP en ce sens. Des travaux, des projets plutôt structurants qui se rajoutent à ces travaux d'entretien. Donc il y a la sécurisation de la liaison cyclable entre Sorts et Hossegor pour 2,6 millions, avec donc l'engagement en 2024 de cet emprunt qui sera mobilisé dès le mois prochain. On continue le plan Lumière sur 2024. Donc c'est un plan qui s'étale de 2021 à 2028. Donc chaque année, on investit 200 000 euros. La canalisation de transfert du sable du lac vers l'océan, puis pour 850 000 euros, dont 98 000 euros sur fonds propres, puisqu'on a l'engagement de Max qui finance à 90% ce projet. On a le déploiement de la fibre noire entre 2024 et 2027, donc il y a une première tranche à hauteur de 225 000 euros qui va démarrer, à la fois sur l'avenue de Bordeaux et Pays de Berre. Et puis on a la finalisation de 2 grands chantiers, la fin de la police municipale pour 90 000 euros et la fin de la place des Landais pour 470 000 euros. Enfin, 2024 verra le début de projets structurants. Donc la réhabilitation du Sporting Casino. Donc le projet il se décompose en 4 phases qui correspondent à des localisations et un calendrier. On vous a mis notamment le calendrier qui est assez parlant. Donc le projet en lui-même, vous voyez, il y a 4 phases pour un montant global de 11 millions d'euros. L'idée, c'est de s'engager sur une tranche ferme à hauteur de 5,7 millions. Pourquoi ? Parce que il nous paraissait dangereux d'engager la commune sur un montant aussi énorme que 11 millions d'euros. Pour différentes raisons. Déjà parce que ça nous faisait peut-être mobiliser d'un coup
un emprunt colossal, et du coup ça aurait pu nous mettre en difficulté par la suite, puisqu'on se retrouvait en fin de mandat avec un projet qui est lancé et peu de marge de manœuvre. Là, l'idée, elle est prudente, c'est de se dire, pour le Sporting, il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, il doit fermer, puisqu'il y a des problèmes de sécurité. Donc c'est faire une phase qui vise à la fois à le sécuriser et à la fois à faire des travaux qui vont avoir un effet et qui vont générer des revenus de façon directe et très rapidement. Donc je parle notamment de la piscine, de l'auditorium et du restaurant qui font partie de cette première tranche. Donc nous, c'était notre choix, qui est un choix raisonnable, qui est un choix de s'engager sur cette partie de 5,7 millions, pas sur une partie de 11 ou 12 millions d'euros comme j'ai pu le lire dans certains écrits des commentateurs de la vie communale. Donc on a un engagement qui est raisonnable. En face, on a un emprunt qui est raisonnable également. Je vais peut-être vous en dire un peu plus sur l'emprunt, mais vous l'avez lu dans le rapport. C'est un emprunt qui a été sollicité auprès de la Caisse des dépôts, qui a plusieurs avantages. Il a déjà un premier avantage, c'est qu'on a un taux préférentiel par rapport à un marché actuel qui est autour de 3%. Il a un autre avantage, c'est qu'il nous permet de mobiliser de l'argent quand on veut au cours de ce projet sur une durée de 5 ans et sans frais. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de mobiliser 1 million d'euros sur l'année 2024 par rapport au plan qui s'annonce, puisque les travaux, et c'est indiqué sur le calendrier, ne débuteront qu'en septembre 2024. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux, on pourra mobiliser 2 autres emprunts si le calendrier s'exécute comme annoncé. En 2025, 2,3 millions et en 2026, 2,3 millions également. Ce qui est, alors c'est pas présenté dans le document parce qu'on parle que de l'année 2024, mais ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que le fait de mobiliser ces 2 autres emprunts sur 2025, sur 2026, ne nous met pas dans une situation dangereuse. Ce que l'on a simulé, c'est qu'on se retrouverait, quoi qu'il arrive, avec une capacité de désendettement inférieure à 7 années. Ce qui, je trouve, est raisonnable par rapport au seuil d'alerte de 12 ans. Donc on a quand même une marge de sécurité qui est relativement confortable. Alors certains pourraient nous dire, mais je ne comprends pas, vous avez un projet global jusqu'en 2028 et vous nous dites on finance que 5,5 millions, qu'une tranche ferme. Justement, l'idée, c'est de pas mettre, pas se mettre la corde au cou, de laisser une marge de manœuvre pour l'équipe, pour la nouvelle équipe qui prendra ses fonctions en mars 2026, et elle pourra faire le choix de poursuivre ce projet, peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, les tranches seront optionnelles. Ces tranches 1, 2 et 3 qui sont présentées sont optionnelles, et puis même dans la manière de financer ce projet, ben, tout sera... il y aura une certaine forme de liberté là-dessus. On n'aura pas engagé la commune sur un projet pharaonique avec des emprunts colossaux. Voilà pour la fin de ce document. Vous avez ensuite, on a rajouté, page 38, on l'a rajouté récemment. Je suis désolé, ce n'était pas dans le document qu'on vous a envoyé, mais c'est les fameux autorisations de programme, les APCP. C'était un rappel des différents APCP que vous connaissez. Mais il fallait le mettre dans le document. Et puis on a rajouté également un tableau sur le besoin de financement qui vous montre les dépenses réelles, le remboursement de la dette, les dépenses d'ordre et le reste à réaliser. Voilà, avec notamment l'emprunt, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Il y a un tableau global ensuite qui vous montre les recettes d'investissement et le résultat d'investissement. Pareil, je n'ai pas de commentaires, on voit bien que c'est financé par l'emprunt, qu'il y a aussi de l'autofinancement à hauteur de 2 millions d'euros. Et puis pour finir ce document, il y a les ratios de la commune. Comme je le répète chaque année, c'est pas évident de comparer nos ratios avec d'autres communes. Alors le choix qui a été fait, c'est de les comparer à des communes touristiques hors montagne, entre 3 500 et 10 000 habitants.
Deux ratios qui me semblent intéressants de commenter. Les dépenses de personnel, c'est le ratio numéro 7. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, 54%, bon, qui est inférieur à cette moyenne comparative, là, qui est à 56,9%. Et puis, l'autre point que je voulais mettre en avant, ouais, c'est les dépenses d'équipement, qui s'élèvent à 59%. On a un taux qui est beaucoup plus élevé par rapport à d'autres communes et qui montre que on fait ce choix d'investir et de continuer à investir pour la ville. Vous avez ensuite les comparatifs avec les autres communes de la même strate et puis la définition des ratios. J'en ai terminé pour la présentation du document. Si je devais résumer en 3 phrases ce qu'il faut retenir de ces orientations budgétaires, on respecte le programme depuis le début, pas d'impact sur la fiscalité locale. On a une fiscalité qui est maîtrisée, donc on n'augmente pas les impôts. On n'augmente pas les impôts, mais on continue d'investir pour à la fois protéger, moderniser notre patrimoine. Cette année, c'était la place des Landais. Je pense qu'on peut être fier du travail qui a été réalisé de ce projet. On s'attaque à un projet beaucoup plus ambitieux dès 2024, c'est le Sporting Casino, mais on continue avec cette volonté de préserver, protéger, moderniser les piliers de la station. Et malgré le fait qu'on n'augmente pas les impôts, malgré le fait qu'on continue à investir avec des montants colossaux, on continue, et c'est ce que montre ce document, à avoir des bases extrêmement solides financièrement. Une épargne nette dégagée qui est considérable, plus d'1 million d'euros, peu de communes peuvent en dire autant, une capacité de désendettement qui reste maîtrisée et qui nous permettent de continuer nos projets en ce sens. Voilà, j'en ai terminé, place au débat. Juste avant de vous passer la parole, Cathy, je pense que Edouard a bien résumé les choses. La philosophie de ce budget a été de vous démontrer que, en termes des recettes, on a été très prudent. Il n'est pas notifié en plus à l'intérieur de ces budgets les subventions que nous avons. Quand tout à l'heure, Edouard parlait de l'avenue de Bordeaux avec un certain montant, 2,3 millions si je m'abuse. En face, on a à peu près, enfin on n'a pas à peu près, on a plus de 850 000 euros de subventions qui vont nous être données par la Max et puis par un appel à projet auquel Eric a répondu. Donc ça aussi, c'est une ressource supplémentaire. Et on a voulu et on veut en tout cas le faire de cette façon-là pour être très prudent. Pareil au niveau des taxes relatives sur les ventes d'immeubles, d'appartements ou autres. Là aussi, on est resté dans une moyenne très basse, même si le début d'année a été relativement important, puisque déjà à ce jour, on a récolté 145 000 euros de droits de mutation. Si on reste sur un trend comme ça, ben, on va arriver au-delà de notre budget. Bon, je pense que c'est des conjonctures qui font que. En tout cas, voilà, c'était important. Et puis alors, les recettes sont une chose, mais les dépenses, là aussi, on essaie de les maîtriser et on va les maîtriser. Maîtriser sur le Sporting avec la philosophie qui a été proposée, de ne pas imposer à d'autres ce qu'on souhaiterait faire. Je trouve que c'est toujours très désagréable. Donc, bien, en 2026, on pourra ou pas, c'est du stop ou encore. Et puis, ces fameuses charges fixes qui sont importantes, de 54%, mais que là aussi, il faut maîtriser. Mais ce sont des choix qu'on a faits, de doubler les effectifs, de faire du service, un service important à la population, de le rendre en doublant dans chacun des services la possibilité d'avoir du monde qui vous réponde et qui travaille sur les sujets. Donc voilà, ce sont des choix, on va dire, politiques, stratégiques, mais qui n'engagent pas la ville en banqueroute, loin de là. Donc le débat peut commencer. Juste, Oui. j'ai oublié de remercier grandement Mélanie, qui a établi Ouais. évidemment ce rapport. Merci pour votre engagement. Et merci également à Eric, qui nous a soutenus depuis le début. Merci. Bien, donc on peut passer au débat. Je sais que vous avez quelque chose à nous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir?
hormis Cathy Monteau. Non? Allez-y, Cathy, on va vous écouter. Merci, Monsieur le maire. Merci tout d'abord, Monsieur le maire. Merci aussi, surtout Édouard, pour cette présentation très claire, très précise, très chiffrée donc de ce DOB. Et ce n'est pas sur tous ces chiffres que je souhaite intervenir au nom de Lionel, mais plutôt sur l'esprit, la philosophie donc, qui vous a animé pour rédiger ce rapport. En particulier sur l'introduction donc, qui a été écrite par Monsieur le maire. Donc, à partir de maintenant, je m'exprime, simplement j'exprime la parole de Lionel, mais qui représente pour beaucoup certaines de nos idées également. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, tout d'abord, je vous remercie de bien vouloir excuser mon absence due à des obligations professionnelles hors de notre département et que je ne pouvais pas décaler. C'est avec grande attention que j'ai lu les orientations budgétaires. Je me ferai un plaisir de les aborder avec vous lors du vote du budget et du compte administratif qui reprendront les éléments techniques et financiers présentés ce jour, à la fois rétrospectifs avec le vote du compte administratif, mais aussi prospectifs avec le vote du budget. Je remercie sincèrement le travail des services qui est de qualité sur ce document et les réunions de préparation budgétaire dans lesquelles nous avons eu tout loisir de débattre. Je constate aussi, et je vous en remercie, que nos avis sont écoutés et que nous retrouvons depuis le début du mandat régulièrement des modifications de fonctionnement, d'orientation politique ou technique, tenant compte des éléments que nous avons pu apporter. C'est le cas aujourd'hui, car vous avez intégré au sein du DOB votre vision politique dans des pages qui en composent l'introduction. Cette demande que j'avais pu vous faire, je vous remercie d'en avoir tenu compte. C'est très intéressant et je pense qu'il est important de nous concentrer sur cette partie du DOB, car c'est là que se situe le débat républicain de ce jour. Je me permets donc d'apporter ma contribution au travers de cette intervention. Tout d'abord, le côté paisible et sécuritaire que vous soulignez dans votre introduction. N'est-il pas aussi le pendant de cette perte de population dont la presse s'est émue ces derniers jours? Nous pensons que cela n'est pas le fruit du hasard, car trop peu de gens ont la possibilité de s'installer dans notre commune. Que faisons-nous, que proposons-nous à des jeunes couples qui souhaitent y habiter? Notre ville vieillit. Nous ne faisons rien ou si peu pour les familles. C'est triste. Vous parlez de préservation du patrimoine, mais à ce jour, la ferme de Bielle, par exemple, est toujours sans destination au projet concret. Les tribunes de rugby ont été détruites. Les vestiaires sont peu dignes pour nos enfants accueillis à chaque entraînement. Le club de rugby est en train de glisser vers Cabreton, c'est peut-être ce que vous souhaitez, ce n'est pas en tout cas notre volonté. Comment d'autre part expliquer à nos citoyens que vous vous permettez de détruire un ouvrage à peine réalisé, comme la place des Basques, au détriment d'investissements beaucoup plus pertinents et nécessaires pour notre commune? Est-ce réellement une bonne gestion patrimoniale ou un respect républicain du travail déjà réalisé, comme vous le précisez pourtant dans votre texte? Encore mieux, une bonne utilisation du denier public alors que nos concitoyens n'en peuvent plus de payer toujours plus de taxes. Le projet du Sporting s'est fait sans étude de marché sérieuse pour dire si la création d'espaces de réception, de séminaires, répond à un réel besoin. Quelle gestion? Quelle rentabilité? Beaucoup trop de sujets qui sont à ce jour non résolus ou abordés sans que alors que cela aura un impact sur les charges de fonctionnement. Le projet de réhabilitation, certes nécessaire, doit être abordé avec une vision beaucoup plus sérieuse de son exploitation future. À ce jour, tout reste trop vague. Pour tenir vos objectifs, vous écrivez avoir mis en place une organisation municipale à la hauteur de vos ambitions. Que dire de cela
À part sourire, alors que je suis en train d'écrire, que dire du service urbanisme, de ces 5 agents au lieu de 2 au début du mandat, pour un résultat à ce jour quasi catastrophique? Départ du chef de service, souffrance au travail, critique des usagers. Et comme il a été précisé lors de précédents conseils, vous avez au fil de l'eau agrémenté l'organisation de recrutement en fonction des besoins que vous avez vus apparaître. Doubler les effectifs du service finance, doubler les effectifs du service RH, doubler les effectifs du service juridique, création d'un poste événementiel, d'un service des sports. Je suis obligée d'oublier beaucoup d'autres choses. Cela montre non pas que le besoin dans tel ou tel service était nécessaire ou superflu, mais que vous agissez en fonction de situations vécues en empilant les postes de fonctionnaires. Je ne peux que m'inscrire en faux face à tout cela. Je vous avais dit qu'il fallait une réelle approche globale de l'organisation pour redessiner les postes des agents et maîtriser les coûts. C'est dommage. Vous avez hérité d'une collectivité ayant une maîtrise de ses charges de fonctionnement, ce qui, malgré tous les discours, n'est plus le cas. Lorsque vous parlez de maîtrise de l'inflation, je préfère parler de dérive inflationniste de votre part, car vous ne faites pas de choix de gestion. Les robinets sont ouverts et les raisons des équilibres futurs viennent de recettes supplémentaires et non de vrais choix d'optimisation de l'organisation. Les charges futures que vous avez créées le resteront longtemps dans les comptes de la ville, rendant les gestions futures difficiles face à un monde qui bouge. Nous perdons en agilité pour le futur et, pire, nos capacités d'investissement seront réduites. Les contribuables sont prêts à participer, mais pas à voir l'argent dépensé sans compter. Pour exemple, vous mettez en avant dans votre texte que nous aurons en 2026 une capacité de désendettement d'environ 7 années. Mais comment pouvez-vous, dans une ville comme Sorsosegor, mettre en avant cet argument alors que vous avez récupéré une ville avec une capacité de désendettement faible, et cela sans avoir le niveau de recettes que nous prévoyons à ce jour? Vous avez bénéficié en plus de recettes nouvelles, venant masquer des choix de dépenses de fonctionnement toujours plus dispendieux. Sans ces recettes, les perspectives financières seraient catastrophiques. Donc, à périmètre constant, la dérive se confirme. Alors oui, je sais que vous faites de votre mieux dans un monde en mouvement qui n'est pas celui des années passées. Nous pensons au contraire que c'est dans ces moments-là qu'il faut faire des choix forts de gestion. Aucune entreprise ne pourrait porter ses choix sans déposer le bilan dans les années suivantes. Dans notre cas, le contribuable se sent de plus en plus lésé et la pression monte. J'ai dénoncé avec force, lors de la commission finance de Max, une augmentation de 22% des charges de fonctionnement entre 2023 et 2024. Augmentation faite pour pouvoir organiser les services afin de dépenser une somme de 130 millions d'euros sur le mandat. À ce jour, ils en sont à 30% de dépenses, faisant craindre aux élus qu'ils ne puissent pas tout dépenser pour arriver à endetter l'intercommunalité jusqu'à 7 années de capacité de désendettement, au lieu des 2 années que nous avons eues jusqu'à ce jour. Qui fait cela aujourd'hui? Qui peut se permettre de dépenser sans compter, à part des élus, déconnectés de la réalité des gens qui souffrent aujourd'hui de l'inflation? Si je voulais demain que la population vienne réclamer aux élus que nous sommes des comptes, je ne m'y prendrai pas autrement. Pour finir, il est difficile de parler de résilience alors que nous n'avons même pas un échantillon sur nous lorsque je lis ces documents. La seule phrase qui me vient: le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je vous souhaite un conseil riche en débats et souhaite finir en rendant hommage à Baudouin Merlet, qui ce soir tout particulièrement manque à notre assemblée. Bien. Bon, alors ça aurait été mieux de l'avoir avec nous en face parce qu'on aurait pu répondre. Bien sûr. Donc on ne va pas répondre point par point parce que je ne suis pas certain que ça faille. On peut, en tout cas. C'est un peu démagogique son discours.
Il a raison de le faire et c'est bien de le faire quand il n'est pas là parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir un débat, mais on aura le débat, ça vous inquiétez pas. Moi j'ai noté quelques petits trucs là au fil du temps et au fil de votre prose. La ferme du Biel, oui, elle n'est pas engagée, mais on ne peut pas tout faire en même temps, mais elle sera engagée. On s'est engagé d'ici la fin du mandat à le faire, donc elle l'aura et il y aura un vrai projet dessus. On ne peut pas claquer des doigts comme ça, donc. Et on avait dit que la ferme de Biel serait financée par la vente de la maison Bonhomme. Nous avons récupéré la maison Bonhomme cette année, nous allons la vendre, et avec le fruit de cette vente, nous allons investir sur la ferme de Biel et un projet sera en place. La tribune de rugby, je sais que c'est son grand dada, il me l'a encore fait hier soir devant le président du rugby, c'est pas très grave. Je pense que mon prédécesseur, quand au moment où il a descendu les tribunes, il aurait dû les reconstruire. Je pense que là, vous avez loupé votre coche lorsque vous étiez en place, mais c'est un autre sujet. En ce qui concerne la place des Basques, oui, on a décidé d'enlever ça parce que vous m'avez appelé Pénélope dans un de vos recueils. Pénélope, c'est quelqu'un qui refait à chaque fois le travail qu'elle a fait le lendemain. Donc bon, oui, ça a été un choix architectural, ça a été un choix de refaire quelque chose qui était dans la veine de 1930 avec les frères Gomez. Et en plus, très honnêtement, cette place des Basques avec ce brumisateur qui était déjà cassé depuis 2 ans, était un lieu plutôt dangereux, où il y avait des gens qui urinaient, et en dessous, il y avait toutes les saletés des soirées que l'on connaît sur la place des Landais. Donc oui, c'est un choix. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus intelligent de faire autre chose que de faire ce type d'aménagement. Mais en tout cas, nous, on l'a assumé. Et je pense que, en ce qui concerne le niveau urbanistique de cette affaire-là, on a démontré qu'on a fait, et Édouard le disait, mais je pense qu'on est tous convaincus que ce qui a été fait est très bien. Je vous rappelle aussi qu'on a eu un prix pour ça. Alors, ce n'est qu'un prix, c'est pas de l'argent. Mais en tout cas, on a fait quelque chose qui va rester, qui est marqué et qui sera important. Après, les différentes taxes dont il parle, Lionel, nous, on n'a pas augmenté les impôts et on ne les augmentera pas. Oui, on a des taxes supplémentaires. Comme je vous l'ai dit juste avant de vous donner la parole, on a fait des budgets raisonnables et raisonnés, en tout cas en ce qui concerne les recettes et même les dépenses. En ce qui concerne le sporting, on ne va pas revenir dessus, on vous l'a bien expliqué. Je pense que Édouard a fait une démonstration très claire de ce que l'on souhaitait faire et de ce que l'on devait faire. Là encore, on récupère un mandat où rien n'a été fait pendant des années. Il y a eu plein de choses de faites, Alors oui, il y a eu le centre-ville, très bien. Il y a eu la crèche, très bien. Il y a eu l'EHPAD, très bien. Mais en tout cas, sur ce qu'on a fait cette année et sur les dernières années, ça aurait pu être fait auparavant. Donc voilà, il y a eu des choix. Ce sont des choix. Elles sont critiquées, elles sont critiquables. Et c'est ça la démocratie. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quand vous dites, quand Lionel dit, parce que je considère que c'est Lionel qui y parle, quand Lionel dit qu'on avait de l'argent, oui, on est arrivé, il y avait beaucoup d'argent. Sauf qu'on oublie de dire qu'il y a eu beaucoup de ventes. L'hôtel de la Forêt, on a vendu derrière, là, on a vendu beaucoup de choses qui faisaient de l'argent. Et donc du coup, on a vendu un peu les bijoux de famille. Souvenez-vous aussi, vous vous êtes endetté à hauteur d'1 million d'euros sur des terrains qui aujourd'hui sont les pieds dans l'eau. Ça aussi, ça nous plombe nos résultats. Qui devait normalement permettre de créer un écoquartier, je vous le rappelle, et ça, nous ne l'avons pas maîtrisé, effectivement, puisqu'ensuite, Oui, bon, les terrains sont devenus inconstructibles. Cathy, là, par voilà. contre... Non, mais Cathy, je veux dire que ça, vous le dites chaque fois, et moi aussi, je suis obligée de vous répondre chaque fois. Oui, mais Cathy, bon. avant d'engager 1 million d'euros sur des terrains sur lesquels il est impossible de construire, je pense qu'il aurait dû faire des études. Je suis désolé, aujourd'hui... Elles ont été faites à l'époque. Non, mais la preuve que non, puisqu'on a 1 million d'euros dans les charges sur des terrains où on a les pieds dans l'eau. On est en train de faire une étude d'écoquartier sur les terrains, donc vous savez, on fait une étude, une vraie étude. On ne va pas acheter des terrains ou sensibiliser un projet sur des choses sur lesquelles on ne peut pas aller. Je suis désolé, vous nous avez donné, alors c'est l'héritage républicain en tout cas, même si on a eu de l'argent, vous nous avez mis quand même plombé d'1 million d'euros. Je suis vraiment désolé de nous dire ça. Donc oui, sur ce sujet-là, on aurait pu peut-être mieux faire.
Donc voilà, après les effectifs, le service urbanisme et autres, on sait tout ça. Mais c'est une volonté de faire ainsi, et c'est aussi une volonté de rendre du service aux gens. On aurait pu faire peut-être moins, peut-être. On aurait peut-être pu faire plus. En tout cas, on essaie de maîtriser les choses. Après, Lionel, quand il parle de ça, il parle des grandes collectivités dans lesquelles il était. Et on pouvait permuter les uns avec les autres. Ici, c'est relativement plus difficile. N'oublions pas qu'on est une petite commune de 3600, on sera un peu plus puisqu'on est en train de faire le recensement, ce qui aura peut-être une incidence d'ailleurs sur le versement de ce qui nous sera donné par l'État. Mais en tout cas, on ne peut pas interférer et bouger les gens comme ça. C'est un peu trop facile. Et je remarquerai encore une autre chose. Quand il a parlé de ses interventions sur la Max, j'ai reçu le compte-rendu de la Max où Lionel intervient à plusieurs reprises. Et alors, il s'assure sur le 011 à 20%, 22%. Par contre, il ne dit rien quand sur le 012, c'est-à-dire sur les charges fixes, on est à plus de 10% à Max. 42 emplois, nous, on n'a pas fait 42 emplois. Et on ne fera pas ça. Alors certes, Max peut faire sa dérive, il les attaque, c'est très bien, mais nous on a essayé de maîtriser et on va en tout cas, et on sait et on maîtrise en tout cas le 012. Donc voilà, moi je voulais juste remettre un peu les choses à plat. Je pense qu'on n'est pas dans une dérive comme Lionel le laisse penser. C'est son rôle, c'est votre rôle, il n'y a pas de souci, on l'accepte. Ceci étant, on continuera à maîtriser et à faire notre engagement tel qu'on l'a décidé. Si tu veux rajouter quelque chose, Edouard, je te laisse la parole. Non, juste, je ne vais pas répondre point par point parce que le but de l'exercice, là, c'était de faire un débat, pas de répondre à un édito politique. Juste peut-être souhaiter que pour l'année 2024 et pour les années futures, qu'il y ait quand même plus de débats, je pense, dans notre conseil, d'une manière générale. Quand j'écoute ce qu'a écrit Lionel, on a l'impression d'avoir un élu qui subit les choses, et un élu, il doit être force de proposition. Et quand j'entends qu'il exprime des regrets sur la priorisation des investissements, moi j'aurais aimé connaître ses intentions et vos intentions à vous. C'est-à-dire, dites-nous concrètement, la place des Andes, il fallait pas le faire. Pourquoi pas cette année, ou une année suivante, mais soyez force de proposition. Enfin, je parle à l'ensemble du conseil. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de débats. Oui, là, sur la place des Landais, quand même, Ouais. c'était dans notre projet aussi. Mais la place des Basques, non, certainement non. Mais je pense que des propositions, on a pu en faire. Mais après, c'est vous qui êtes aux manettes et c'est vous qui réalisez vos propositions. C'est Sur la dans place l'ordre des choses. Voilà. Mais Lionel reconnaît quand même que beaucoup de choses se sont faites et écoutées aussi. Oui. Donc ça veut dire que Non, quand mais même, on est je crois d'accord. que dans les commissions, on essaie de faire un travail et qu'on est force de proposition. Je crois qu'on fait notre travail. D'élus d'opposition, entre guillemets. Voilà. Ce qui nous importe avant tout, c'est de faire avancer la commune. On est tous bien d'accord là-dessus. On est d'accord, et je n'ai pas dit le contraire, mais je pense qu'il faut vraiment faire, mais ça s'adresse à la fois à l'opposition mais à la majorité d'une manière générale. Il faut qu'on soit plus dans le dialogue, dans l'échange, dans le débat d'idées, et d'être force de proposition. On ne peut pas continuer à avoir un conseil stérile comme ça, où après 30 minutes de présentation d'orientation budgétaire, on a juste la lecture de 2 pages d'un conseil municipal qui n'est même pas là. Enfin, je veux dire, c'est anormal. Et un conseil municipal qui se tient de cette façon, c'est pas bon pour la démocratie, et c'est pas un bon message qu'on délivre à notre commune. Voilà, c'est tout. Lionel souhaitait vraiment être présent et faire ses interventions. Et je On n'ai sait très bien que aucun c'est lui- reproche à C'est lui lui faire. qui maîtrise ces sujets plus que nous. Voilà, on a tous mais nos on sait très domaines bien qu'il de pouvait pas être compétences, présent, c'est pas- c'est certain. Hein, voilà. Donc après, moi, je ne peux pas répondre à sa place du tout. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je le reconnais très, très humblement. Bien. J'avoue Ok. que sur ce sujet, c'était quand même très compliqué d'intervenir pour nous. On a quand même nos 2 représentants de la commission finance qui ne sont pas là ce soir. Donc, moi, j'ai des millions de questions, d'avis, etc. Tu ne prends pas le micro sur un conseil municipal pour poser des questions, alors que dans ton équipe, tu as 2 personnes qui sont dans la commission finance qui ne sont pas là ce soir. Il faut que j'en parle avec eux avant. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et je très bien la remarque que tu fais sur
conseil municipal un peu stérile. J'en fais partie, mais je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est très dommage. Après, en commission, tous, nous et la majorité, on parle beaucoup, on discute beaucoup et on est très force de proposition, je trouve, et au boulot, quoi. Donc, c'est vrai, peut-être le conseil un peu plus, mais dans les commissions, on a tous une vraie place, je crois. Hein. Mais justement, je voudrais dire, moi, à propos de la commission des finances, la dernière qui a eu lieu, où Édouard nous a présenté dans le détail le budget dont on vient de prendre connaissance. Lionel Barboris était là. Je n'ai pas remarqué autant de reproches sur le fond à ce moment-là, alors que c'était le lieu peut-être pour faire ses critiques. Et ces critiques n'ont pas été émises. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc voilà, je suis un peu surpris. Je lui dirai, puisqu'il n'est pas là, mais voilà. Je voulais le signaler parce que tous ces détails ont été largement discutés au moment de la commission des finances. Bien, merci. Bon, ben on va continuer s'il n'y a pas d'autres questions. On va passer au point numéro 2, qui est l'article numéro 2, la modification des statuts de la communauté de communes MAX, transfert de compétences, soutien au développement des sites, des établissements d'enseignement supérieur, de recherche implantés sur le territoire communautaire. Donc en fait, ça c'est un sujet qui a été débattu en conseil communautaire, mais aussi en conseil des maires, et qui fait apparaître que Max souhaite porter. En effet, et cela fait un moment que l'EPCI cherche à trouver des partenaires dans le monde de l'enseignement secondaire, pour les faire venir sur le territoire et proposer de négocier au plus près vers les universités. Il y a eu l'université de Pau qui a été approchée, Bordeaux, et donc d'avoir des options diplômantes sur notre territoire. Il y a eu il y a quelque temps d'ailleurs un projet en son temps sur Cap-Breton, là où il devait y avoir d'ailleurs, il y a un projet qui est plus ou moins en cours, là où il devait y avoir l'ancien Leclerc, le nouveau Leclerc, mais aujourd'hui rien n'est précis. Après, cependant, avoir des jeunes étudiants pour donner un nouvel élan autour de toutes les communes, que ça soit en tout cas sur le Sud-Land. Donc ça, c'est à suivre. Et pourquoi pas postuler, le cas échéant, si ils souhaitent avoir des espaces ou des endroits sur lesquels ils pourraient implanter ces échanges-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'avant de développer l'enseignement supérieur, il y aura quand même un problème de logement à régler Oui. avant, parce que, outre la population locale qui serait Alors, ravie de pouvoir rester sur place, les ça va projets, attirer beaucoup bien d'autres entendu. étudiants. Tu as entièrement raison. Et en fait, les projets qui sont à chaque fois mis sur la table, qu'on fait avec des logements pour étudiants. Ce sont des styles de campus qu'ils souhaiteraient faire. Oui, mais ça sera jamais suffisant par Mais rapport bien entendu. à la proposition, enfin en tout cas au nombre d'étudiants, je pense, sur ces Le campus. logement reste toujours un problème important. Il reste un problème. Alors, comme disait tout à l'heure Lionel dans sa lettre, on fait rien. Alors si, il y a des choses qui sont faites, mais qui sont pas assez suffisantes au regard des demandes, vous le savez très bien. Et donc c'est vrai que nos jeunes partent. Alors quand on parle de démographie, vous avez vu dans l'article qu'on avait perdu à peu près 200 personnes. Donc ce sont des gens qui sont décédés et les personnes n'ont pas pu globalement reprendre les maisons parce que les reprises sont très chères. Voilà, je l'ai expliqué d'ailleurs dans un article dans Sud-Ouest où il faut absolument trouver des moyens pour que nos jeunes restent, mais le foncier étant cher, c'est relativement difficile. Mais il va falloir trouver des solutions et rapidement. Donc oui, s'il y a des universités ou s'il y a des choses diplômantes, il faut qu'à côté de ça, il y ait des logements pour que les jeunes puissent rester et faire leurs études dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on va passer au vote. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour changer les statuts de la communauté de communes et leur donner la possibilité donc d'aller trouver des enseignements supérieurs ou de recherche sur le territoire? Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, 3 abstentions avec les procurations. Oui? Ok. Très bien, non mais après, bon. L'article numéro 3, c'est la signature d'une convention tripartie
pour la mise à disposition de containers et travaux d'embellissement au carrefour de l'avenue Marcel Prévost et Jean Dubosc. Bon, ça, c'est dans un souci d'efficacité du traitement de nos déchets. On souhaite étendre la zone de récupération des ordures ménagères dans les quartiers. Maintenant, il y a des nouvelles règles, c'est tous les 200, appartements ou maisons, donc il faut en arrêter. Donc, on vous demande de nous autoriser à déployer ce dispositif qui, pour votre information, ne coûte rien à la commune. Et je vous invite juste à m'autoriser donc à signer cette convention entre le Sitcom et la communauté de communes pour la mise à disposition de ces containers qui sont des semi-enterrés. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on va passer au vote. Qui est pour? Très bien. Je continue sur les marchés publics. C'est une convention constitutive d'un groupement de commandes avec Max en vue de passation de marchés publics ou d'accords cadres pour des prestations de services et des travaux en faveur de transition énergétique. Donc Max et les établissements publics et les communes situées sur son territoire souhaitent procéder à ces achats groupés de prestations de services, de travaux en faveur de la transition énergétique. C'est une volonté en tout cas affirmée de l'EPCI et c'est aussi important puisqu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour, au travers de la transition énergétique, pour qu'on puisse obtenir des réductions, enfin en tout cas faire des réductions sur nos budgets. Ça va permettre d'avoir des meilleurs prix, d'optimiser les travaux et nos besoins. Nous savons que c'est difficile sur la commune, en tout cas sur notre commune, c'est relativement difficile quand nous voulons sur nos établissements publics mettre des panneaux. Vous savez qu'on a un SPR, on a des règles d'urbanisme qui sont importantes. On a quand même un peu avancé en collaboration avec l'économe de flux de Max qui veut faire une étude sur la commune et qui a pu en tout cas trouver des optimisations possibles, je dis bien possibles parce que c'est vraiment en cours, avec des ressources propres sur des espaces qui pourraient avoir un potentiel. C'est le centre technique, la Pignada et l'EHPAD. On le sait, à l'EHPAD, il y a déjà des panneaux photovoltaïques mais qui ne marchent plus, donc de voir ce qui est possible de faire. Donc on est en train de travailler dessus. La proposition de l'EPCI, c'est de rentrer dans ce groupement de commandes pour bénéficier donc de tout cela. Et je pense à moyen terme d'avoir des prix. Voilà. Est-ce que sur le principe, vous êtes d'accord pour cette signature de convention? Est-ce que vous avez des questions? Bien. On va passer au vote. Qui est pour? Merci. On va passer aux travaux. Je vais laisser la parole à Alain, qui va nous parler sur le point numéro 5 de la signature d'une convention de servitude avec Enedis sur une parcelle appartenant à la commune. C'est suite à l'installation de panneaux photovoltaïques sur une propriété privée, route d'Angresse à la sortie de Sors. Enedis nous demande d'intervenir sur le domaine public. Ça concerne un passage public qui est sur la route d'Angresse. Je pense que vous avez vu le plan sous les yeux là. Il s'agit donc de passer un câble sur le domaine public. Donc il s'agit d'autoriser le maire à signer une convention avec Enedis pour passer ce câble. Vous avez des questions? Non? Et on va passer au vote. Qui est pour? Très bien. Merci. Affaires générales. Désignation de 5 élus pour siéger au conseil d'administration de l'association de l'Office du tourisme. Lors du dernier conseil, on avait voté les subventions ainsi que les objectifs. Cette fois-là, nous devons, suivant les accords que nous avons mis en place avec l'Office, de désigner 5 élus qui auront voix au chapitre, cette fois-là, pour être au conseil d'administration. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de reconduire les 3 élus qui étaient déjà en place, c'est-à-dire Emmanuel Bécheron, Caroline Escande et Véronique Casavant, et de rajouter Patrice Biancone et Quentin Betchentrit qui se sont proposés pour venir compléter l'effectif des 5 personnes. Je pense que c'est un bon choix. En tout cas, Baudouin avait aussi émis l'envie de venir, notre regretté Baudouin, donc du coup, Quentin s'est proposé, mais voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce choix? Bon, bien, on va passer au vote. Qui est pour?
Tout le monde peut voter, oui. Vous pouvez voter pour vous. Pour une fois, on peut le faire. Merci. Le point numéro 7, c'est l'approbation du périmètre délimitant le domaine portuaire comprenant le port de Cap-Breton et le lac d'Hossegor. Dans la note de synthèse, il est bien expliqué le pourquoi de cette délibération. En effet, l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 a acté le transfert de l'exploitation de la compétence de l'exploitation du port de plaisance de Cap-Breton, Hossegor, Seignos à la communauté de communes. Le service de la police de l'eau et des milieux aquatiques, c'est noté dans votre compte rendu, des Landes, a été missionné par Madame la préfète pour délimiter le domaine public portuaire, afin d'enclencher par la suite la procédure de transfert et de pleine propriété de l'État vers le PCI concerné. Il s'agit, et je juste vous dire que c'est une étape de procédure obligatoire. Ce soir, on doit juste acter cette délimitation de l'existant qui est transcrit. Et ce que l'on constate sur le terrain, il n'y a pas eu de modification. C'est juste une transcription de ce qui était antérieurement, mais du coup, qui va passer dans les mains de l'EPCI. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on va passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Je vais passer la parole à Mathilde Vintroux qui va nous parler des rapports annuels, des rapports. Ça concerne les amendes. Les amendes. Je suis toujours là pour les bons sujets. Comme vous le savez, comme je le répète chaque année, depuis 2018, depuis le 1er janvier, tout contrevenant qui ne règle pas son stationnement payant doit s'acquitter du paiement de forfait post-stationnement, FPF, depuis la dépénalisation du stationnement. Les usagers qui souhaitent contester le bien fondé du FPS, c'est-à-dire l'amende, doivent formuler auprès de nous, communes, un recours administratif préalable obligatoire, se dit RAPO. Et un rapport annuel de ces recours doit être présenté à l'Assemblée délibérante avec le taux d'évolution par rapport à l'année précédente. Donc, on a une bonne nouvelle cette année. On est en recul. Le nombre de FPS émis pour l'année 2023 est de 233 contre 302 en 2022. Donc, une diminution de 22,8%. Voilà, je voulais vous donner quelques précisions sur ces recours. C'est très souvent des erreurs de saisie de plaque d'immatriculation lorsqu'on rentre la plaque sur la machine. Ou sinon la non-apposition des cartes d'invalidité ou des problèmes de dysfonctionnement tout bête des horodateurs. Voilà. Bien, est-ce que vous avez des questions? Très bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien, merci. Donc, point numéro 9, c'est la sollicitation de subventions dans le cadre des travaux d'extension du poste de secours à la plage centrale. On a vu d'ailleurs dans le DOM qu'on a parlé de cet investissement. Et par délibération en date du 22 septembre 2023, vous m'aviez autorisé à déposer un permis de construire pour l'extension du poste de secours à la plage centrale. On en a encore parlé ce matin en commission urbanisme. Donc pour rappel, cette extension doit notamment permettre de mettre à l'abri tous les matériels roulants et plus largement améliorer le fonctionnement des MNS. L'objet de la présente délibération, c'est de solliciter les subventions auprès des partenaires publics et éventuellement des privés, donc de réduire la dépense de notre investissement sur ce sujet. Donc je pense que vous en êtes d'accord, à moins que vous ayez des questions. Ouais, juste profite de ce sujet Ouais. pour voir si est-ce qu'on a une vision un peu plus claire du calendrier là-dessus ou... Au niveau des travaux, Ouais. on a parlé du permis là ce matin. Ouais. Donc il doit être, il va être instruit. Et donc le temps de l'instruire, je pense qu'on aura peut-être des recours. Il faut laisser le temps des recours. Donc oui, ça va être après en septembre, octobre. Voilà. Bien, on va passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille chercher des subventions? Oui, je pense que oui. Ok.
Très bien. On passe à un autre point qui est aussi une sollicitation de subvention dans le cadre des travaux d'accessibilité pour les personnes au PMR, en fait, à mobilité réduite, au cimetière. Donc je laisse la parole à Véronique Casavant. Excusez-moi. Monsieur le maire rappelle que la commune a engagé une démarche de service public de proximité avec la création d'un bureau au cimetière où fonctionne un binôme d'agents municipaux qui sont chargés de l'entretien et de la gestion réglementaire du cimetière. Cette équipe a relevé le besoin d'améliorer l'accessibilité du cimetière au personnel et aux personnes à mobilité réduite. Considérant les études préalables réalisées dans le cadre de ce projet, ainsi que la volonté du conseil municipal d'engager des travaux de mise en conformité des accès pour les personnes à mobilité réduite et la mise aux normes des équipements publics au cimetière, considérant aussi la nécessité pour la commune de demander des financements pour la réalisation de ce projet. Et après avoir délibéré, le conseil municipal s'engage à communiquer aux financeurs le montant réel de l'opération, autorise monsieur le maire à solliciter des subventions aussi élevées que possible sur la base des montants estimés dans le cadre de travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la mise aux normes des équipements publics au cimetière auprès, d'une part, de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, du département des Landes, de tout autre financeur public ou privé. Autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires au règlement de cette affaire, prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de maintenant. Voilà. Ok, bon, bah merci. On veut donc améliorer l'accès au cimetière. Je pense que c'est important de le faire. Oui, on a besoin de refaire les allées, surtout de nos 3 premiers cimetières, C1, C2, C3. Alors, c'est un budget important, mais on va essayer de voir comment on peut faire. Oui, et c'est pas si facile que ça. Là, on est dans un projet d'étude déjà, ensuite dans un test. On va d'abord faire un test sur une petite partie et pour voir si ce qui est choisi est correct ou pas. N'est-ce pas, Alain? Et après, on fera en grandeur nature. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille chercher des sous-sous pour ça? Évidemment. Oui. Qui est pour? Très bien. Point numéro 11. C'est la mise à jour des commissions municipales et leur composition. Suite à la commission générale et par rapport aux remarques de Cathy, que l'on a écoutées, on a remis en place on a remis à jour toutes les communes, toutes les commissions. Donc il y avait le départ de David aussi Maviel qu'on n'avait même pas remplacé, le décès de Baudouin, et on a essayé d'être plus rationnel. Vous avez eu d'ailleurs la délibération qui vous donne tous les détails. Donc il est juste nécessaire de mettre à jour les commissions existantes, donc qui marchent bien d'ailleurs. Donc voilà. On va créer une commission en ad hoc qui aura pour rôle de travailler sur la gestion de l'événementiel et dans le cadre d'un comité de pilotage. Et comme indiqué, cette commission englobera les commissions déjà en place, événements sportifs et animations, qui sera désormais dédiée à l'organisation des festivités de Noël et donc renommée dans ce sens. Donc, je vous propose d'y intégrer les élus suivants. La commission événements. Pour rappel, cette commission événements, il y a une réunion qui aura lieu le 25 janvier à 9 h. Les membres de cette commission, il y aurait Caroline Chabreduc, Mathilde Vintroux, Maël Dubosc-Paysan, Quentin Betchetrit, Jean Belloc, Emmanuel Bécheron, Céline Lunardelli et Caroline Escande. Ça, c'est la réunion, c'est la commission événements, donc c'est une commission globale. On a créé donc 2 sous-commissions, l'événement sportif qui existait, donc voilà, avec Jean Belloc, Emmanuel Bécheron, Elsa Becker, Véronique Casavant, et l'animation du coup Noël, puisque c'est celle-ci qui a été principalement faite, et on parlait de ça, donc avec Gaëtan, Elsa, Sandrine Bonpasse, Caroline Escande, Véronique Casavant, Maël Dubosc-Paysan et Céline Lunardelli. Donc, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez des questions? Et si ou non, on va passer au vote. Bien, on passe au vote pour cette partie-là. Donc, qui est pour?
Très bien. Juste, donc, n'oubliez pas le 25 à 9 h pour la commission, donc événement, et les membres dont j'ai cité les noms au tout début. La mise à jour de la commission d'appel d'offres. Donc, en fait, la commission d'appel d'offres, il y a juste une remontée, c'est-à-dire que vous aviez des titulaires et des suppléants. On avait un titulaire qui était Baudouin et Maëlle était suppléante. Donc, du coup, la CAO, la composition est ainsi faite avec Patrice Biancone, Maëlle Dubosc-Paysan, André Jacubiec, Emmanuel Bécheron et Catherine Monteau. Avec les délégués suppléants qui sont Édouard Dupouille, Alain Clavry et Henri Arbeil. On doit juste approuver cela. Donc, c'est juste remettre à plat les choses clairement. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien. La mise à jour, par contre, de la CDSP. Pareil, c'est idem. On a donc remonté les suppléants pour reprendre la place des titulaires absents. Donc, Patrice Biancone comme titulaire, Maëlle Dubosc-Paysan, André Jacubiec, Lionel Barbéris et Caroline Escande. Et les suppléants, ça, ce sont les titulaires. Et les suppléants, Édouard Dupouille, Alain Clavry et Henri Arbeil. Donc, on doit juste approuver ces modifications et faire en sorte qu'elles continuent comme c'était dans le passé. Donc, qui est pour? Très bien, merci. Et on va, comme nous a demandé Cathy, remettre aussi sur le site internet les choses au propre. Christian? Eh ben, et en plus, tu viens. Très bien, mais on va le faire, on va modifier, il n'y a pas de problème. Tu es dans l'urbanisme, tu es travaux et au CLS le vendredi l'été. Voilà. Donc on va noter les deux points, il n'y a pas de problème. Petite remarque aussi avec Alain, pour les commissions communales de sécurité relatives au contrôle des ERP, Oui. On est tous les deux. Le titulaire, c'est Alain, et là, il y a marqué suppléant Mathieu, mais c'est Mathilde. Voilà, c'est Mathilde. Ok, très bien, on note. Merci. Non, mais après, donc, voilà, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des modifications. C'est aussi le propos. Comme en plus, on va changer le site internet, donc c'est aussi le moment de le faire. Bien. Il n'y a pas d'autres petites... Non? Non, Christian a parlé? Tu voulais redire... C'est bon? Ok. Point numéro 14. Ouverture du poste sur le grade d'ingénieur principal à compter du 1er février. Alors, suite à l'accord de mise en disponibilité de l'agent responsable du service urbanisme, on a recruté pour le mois de mars, dès le mois de mars, à partir du 19, d'ailleurs il arrive, un nouvel agent qui sera en lieu et place de la personne précédente. Étant donné qu'ils ne sont pas sur le même grade et qu'il n'y avait aucun poste vacant sur le tableau des effectifs qui existe actuellement, nous devons ouvrir un poste d'ingénieur principal et donc l'Assemblée est invitée à m'autoriser à réaliser cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On va passer au vote. Est-ce que vous êtes... Simplement, nous allons nous abstenir sur cette question, non pas parce que nous pensons qu'Éric n'a pas assez de travail et qu'il ne faut pas le suppléer justement à son investissement dans cette commission, mais parce que, par cohérence par rapport à ce qu'on avait voté sur la création de ce poste-là, du poste de responsable du service urbanisme, donc nous allons nous abstenir aussi sur cette création. Très bien. Patrice? Juste un mot pour préciser que ce ne sera pas une surcharge salariale. Non. Même si c'est un grade d'ingénieur, etc., je pense qu'il est bon de préciser. Très bien, merci. Donc, qui est pour? Donc, non, Christian, tu t'abstiens. Tu es pour? D'accord. D'accord. Oui, parce que Eric fait l'intermédiaire. Merci. Ok. Ensuite, on va passer aux délibérations. Les autres délibérations, la 15, 16 et 17. Si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on essaye de les voter ensemble
Pourquoi? Parce qu'on a d'abord eu, à plusieurs reprises, on l'avait fait les années précédentes, et c'est vrai que d'année en année, on le fait en avant-saison. Ça convient de procéder à l'ouverture de postes de contractuels pour soit accroissement temporaire d'activité, anticipation de besoins annuels pour renforcer les équipes, de départ, de mutation, de retraite, par exemple au pôle jeunesse, à la crèche, service des plages pour les MNS qui dépassent les 6 mois de contrat saisonnier. On fait de plus en plus de contrats long terme sur cette partie-là. Mais aussi à l'ouverture de postes de contractuels pour accroissement saisonnier d'activité et enfin de prévoir la création d'emplois non permanents à temps complet ou non complet pour assurer le remplacement d'agents titulaires en raison de disponibilité pour convenance personnelle quand on a des contractuels d'ailleurs qui se présentent, d'arrêt maladie, de congés parentaux, voilà, etc. Donc c'est en fait, ce soir d'acter cela pour pouvoir préparer la saison correctement et en tout cas faire face si nous avions des défections de nos agents en cours de saison. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien, je vous remercie. On en a bientôt fini. Donc, on va passer... On est obligé chaque année de voter ça, Oui. même si c'est la même chose. Absolument, oui, oui. D'accord. C'est le principe. Pardon, j'avais pas vu Cathy. Marché public. Alors, c'est le marché public de la sécurisation de la voie douce entre Sorts et Hossegor. Donc, on a eu juste avant Noël, vous avez d'ailleurs la délib dans vos textes. On a donc lancé cette consultation. On avait mis sur 2 marchés, enfin pardon, 2 lots, voirie, eau pluviale et signalétique, et puis un autre lot sur l'espace vert. Comme prévu, on a donc lancé ce marché au travers des différents supports qui sont obligatoires. Et sur le lot 1, on a eu les sociétés Colas, Lafitte, Lossus et Soubestre qui ont répondu. Et sur le lot 2, espace vert, nous avons eu Beaver, Floripark, ID Verdé, Lafitte Paysage qui avait fait le parking des écoles et Poigrine. Donc, considérant que les offres suivantes sont les mieux disantes et en application des critères qu'on avait énoncés dans la consultation, le choix s'est porté pour le lot 1, voirie pluviale et signalétique, Lafitte TP, que vous devez voir en ce moment sur l'avenue de Bordeaux et qui fait un peu d'embouteillage ici ou là. Et le lot 2, espace vert, Beaver. Pour le lot 1, on engage 1 791 781,80 chez Lafitte TP et pour l'entreprise Beaver, 110 733,52. C'est certain que c'est beaucoup plus du béton et de la route que de l'herbe ou du paysage. Voilà. Donc ça, c'est une des décisions. La deuxième décision, et je vais laisser la parole à Patrice qui va vous en parler, c'est sur une demande de subvention pour le Salon du Livre 2024 qui est un petit peu différent que les années précédentes. Absolument. Habituellement, nous avons une subvention de la MAX qui est de l'ordre de 10 000 €, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, je vous le précise. Donc cette année, nous avons décidé, et j'ai rencontré la présidente du CNL pour parvenir à obtenir quelque chose, puisque la plupart des salons sont aidés par le CNL, ce qui n'est pas le cas de Hossegor, donc ça me semble paradoxal. Donc j'ai entrepris des démarches auprès du CNL pour obtenir une subvention, ce qui semble en bonne voie. Donc il ne faut pas tuer, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais disons que c'est en bonne voie. La deuxième subvention qui pourrait intervenir, donc ça ferait 3 en définitive, c'est celle du département. Alors le département avait posé une condition qui était simple, c'était de se rapprocher d'une médiathèque, parce que leur action culturelle, en tout cas au niveau du département, est exclusivement dirigée vers la jeunesse. Donc la médiathèque, c'était une nécessité, il n'y en a pas à Hossegor, donc nous nous sommes rapprochés de celle de Cap-Breton, qui a accepté, j'étais avec Cathy Monteau, notre amie de l'opposition, qui a accepté de participer et de jouer le jeu, puisqu'ils prendront notamment part à
à la promotion, en quelque sorte, du prix de la bande dessinée, en proposant les livres et en les mettant à disposition des enfants. Donc, les conditions sont remplies, les demandes sont en préparation, et nous allons faire ça très vite, et nous espérons pouvoir bénéficier également de cette... elles sont parties, voilà. Donc, nous espérons avoir des réponses positives très vite. Voilà. Ce qui... Pardon? Oui, c'est un projet. Alors oui, c'est une question, projet oui, c'est une supplémentaire. bonne question, mais pourquoi pas une bibliothèque aussi à la commune? Moi, je serais tout à fait partisan de tout ça, hein, bien sûr. Après, c'est un coût. La ferme de Biel peut-être. Voilà, on pense à ce projet lorsque on a discuté de la ferme de Biel, on avait pensé à ça, c'est-à-dire peut-être un coin bibliothèque, un coin animation, un coin médiathèque. Je pense que tout ça est possible. Et ce serait une merveilleuse idée, d'autant plus que le bâtiment est très symbolique, Ouais. puisque c'est la dernière ferme qui représente un peu le passé de ce qu'a été Sorts. Ça me semble un lieu formidable pour faire ce genre d'activité. Éventuellement recevoir aussi des auteurs, des écrivains, Des conteurs. des musiciens, des conteurs, Ouais. enfin tout ça, cette activité qui, à mon sens, manque un peu ici à Hossegor, surtout le soir. Voilà. Absolument. Mais on travaille sur la ferme de Biel, même si Voilà. Lionel pense qu'on le fait. Voilà. Bon, voilà. Juste pour rappel, avant de conclure, donc le 18, donc c'était hier, le recensement, vous avez vu, qui a commencé. Je pense que vous avez eu déjà dans vos boîtes vos codes. Donc je conseille à tout le monde de le faire sur Internet. C'est quand même, moi je l'ai fait tout à l'heure, ça prend une quinzaine de minutes à 20 minutes. Mais c'est vraiment pratique, c'est rapide et c'est très bien. Donc voilà, et je pense que les 200 personnes que nous avons perdues seront peut-être rattrapées et que le comptage qui a été fait, en tout cas, sera bénéfique. Voilà. Prochain conseil, le 8 mars prochain. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de votre patience et de votre écoute. Et à la prochaine fois. Bonsoir.